Personne n'aurait imaginé que cet acteur calme et serein, en apparence heureux dans sa vie de couple, tomberait amoureux d'une actrice rencontrée lors d'un tournage et vivrait des années cette passion cachée. Les années 40. Théâtre du deuxième conflit mondial, l'armée du Troisième Reich défile sur les Champs-Élysées. Les Japonais attaquent Pearl Harbor. Le ghetto de Varsovie tombe aux mains des Allemands. Le 4 février 1945, à Yalta, Roosevelt, Churchill et Staline préparent le nouvel ordre mondial. Le 6 août de la même année, Nagasaki et Hiroshima découvrent l'horreur de l'atome. Les années 40 sont les années politiques qui préparent le monde à mieux vivre son XXe siècle. Drôle d'époque. L'art et la culture deviennent plus engagés et plus militants. Le romantisme est loin, le néoréalisme pas encore né. Marcel Carné achève le tournage des Enfants du Paradis. Saint-Exupéry publie Le Petit Prince, Jean Cocteau, Les Enfants Terribles. Mais les poètes ne suffisent pas à soulager le monde. Et le 31 décembre 1941, Greta Garbo décide de quitter définitivement le cinéma. Le destin est cruel. Gary Cooper et Patricia Neal auraient mérité de vivre pleinement l'amour qui les consumait, mais le sort en a décidé autrement. Je suis né Frank James le 7 mai 1901 à Helena, dans le Montana. On m'a tout de suite appelé Coupe, je n'ai jamais su pourquoi. Mon père est juge à la Cour suprême des États-Unis et ma mère, qui a des origines françaises, reste à la maison pour s'occuper de moi. Je passe ma jeunesse dans un ranch, monte à cheval à longueur de temps et vis en harmonie avec la nature. Mais malgré le fait que nous possédons beaucoup de terre et d'argent, je travaille et j'apprends ainsi la valeur de l'effort. Différent des autres enfants de notables, j'ai très vite compris qu'on ne pouvait juger un homme par ce qu'il possédait, mais plutôt par ce qu'il était. Mon meilleur ami ne vient pas de notre milieu. Il est pauvre et paralysé par la polio. Je suppose que nous avons tous les deux été attirés par nos différences respectives. Toute ma vie, je donnerai cette image d'un homme un peu en marge de son époque et de ses pairs. Ma mère nous a envoyés, mon frère Arthur et moi, continuer notre éducation en Angleterre. Elle souhaitait par-dessus tout que nous puissions acquérir une culture convenable, donc européenne. On peut dire qu'elle a réussi, car je suis toujours apprécié des autres. Ingrid Bergman a dit « Chaque femme qui le connaît tombe amoureuse de Gary ». De retour aux États-Unis, je veux m'émanciper et je trouve un emploi de ranger dans le parc Yellowstone. Cette expérience m'a énormément apporté. Je suis un homme simple qui aime chasser, voir un coucher de soleil et contempler la nature. C'est sans doute la raison pour laquelle j'aime le silence, mais il n'est pas rare que je me taise pendant un long trajet, ce qui agace parfois mes compagnons de route et m'en apprend beaucoup sur eux.
j'ai une grande faculté d'écoute, un peu comme mes amis indiens, avec qui j'ai fait le pacte du sang. Ne sachant pas trop quoi faire de ma vie, j'avais pensé que ces qualités pouvaient me servir pour devenir acteur. Mes débuts ne marquent pas vraiment les foules. Ma devise était « Reste naturel et n'en fais pas trop ». L'un de mes professeurs du collège Grinnell ne voit aucun avenir pour moi dans ce milieu. Le destin attend parfois son heure. Il s'est passé à peu près la même chose pour moi. J'ai été classée dans la catégorie des 100 talents par mon professeur de l'acteur studio. Mais contrairement à Gary, la fatalité m'attendait au tournant. Rien ne laissait présager l'existence que j'allais vivre. Je suis née Patsy Louise dans une ville minière en Virginie le 20 janvier 1926. Je suis élevée avec amour jusqu'au jour où mon père meurt d'une crise cardiaque. Cette farce du destin me forge un caractère qui me sera utile tout au long de ma vie. Et la foi que j'ai pour l'Église m'apportera un grand réconfort dans les moments difficiles, et j'en connaîtrai beaucoup. Pourtant, tout faillit mal tourner le jour où, à la suite de la mort d'une de mes amies, j'eus la tentation moi aussi d'aller rencontrer les anges. Ma mère réussit à me convaincre que j'avais beaucoup de choses à accomplir dans la vie. Ce souvenir restera gravé à jamais dans ma mémoire. Désormais, j'allais faire quelque chose de ma vie. Rien ne m'a été épargné. D'un naturel timide, je dus apprendre à m'affirmer et à me battre. Et pour ne rien arranger, je voulais devenir actrice. Autant jeter un poussin dans une fosse remplie de serpents. Pour percer dans une si petite ville, il fallait beaucoup de chance. La mienne passe par la fille du patron de mon père, qui ouvre une école d'art dramatique. Je commence à mettre des pièces en scène et organise des spectacles pour la mairie. Je débute. Inscrite à l'université, j'y suis des cours de théâtre et remporte le prix d'interprétation. C'est le premier déclic dans ma carrière. Une fois mes études terminées, je pars à New York. Je travaille dans un restaurant où Lillian Hellman, la femme de Dashiell Hammett, me repère et me propose de jouer dans une pièce écrite par son mari. Je n'ai jamais su si je lui avais tapé dans l'œil. Ma carrière est lancée et cette interprétation me fait connaître partout aux États-Unis. À 21 ans, j'ai le bonheur de faire la couverture de Life. Nous sommes en 1947. La Seconde Guerre mondiale est terminée et le cinéma envahit les écrans pour changer les idées des vainqueurs et des vaincus. Les producteurs sont à la recherche de la nouvelle star qui embrasera le cœur des spectateurs. La télévision n'en est qu'à ses balbutiements. Bientôt, McCarthy va décimer une partie d'Hollywood, arrachant les aveux de certaines stars qui cherchaient à en piéger d'autres. Le cinéma et les mœurs évoluent, mais la censure est toujours présente. Il n'y a que le western qui échappe à cette chasse aux sorcières. Dès le début du cinéma, ce genre emblématique symbolisait à lui seul le mythe de l'Amérique et de ses valeurs. De nombreux acteurs y firent leurs premières armes. J'ai toujours aimé les films de cow-boys. Pas pour ce qu'ils incarnaient à l'écran, mais parce qu'il fallait aimer la nature et les tournages difficiles pour pouvoir jouer dans un de ces films. À l'époque, les studios n'engageaient pas d'acteurs. Ils préféraient faire travailler de véritables cow-boys qui savaient tomber de leurs chevaux, qui savaient tirer et se battre, et puis, comme ils touchaient 10 fois plus d'argent, ils travaillaient sans compter. Une aubaine pour les producteurs. Les grands héros de ma jeunesse, comme William Hart ou Tom Mix, ont été des pionniers du genre. Mais j'ai toujours pensé qu'ils en faisaient un peu trop. Alors j'ai créé un style de jeu plus sobre et plus intériorisé qui cadrait mieux avec ce que le public attendait de ces nouveaux héros. Je disais toujours à mon père que je me considérais comme un véritable homme de l'Ouest, habitué à vivre à la dure. J'étais à la fois un cow-boy et un acteur.
Lorsqu'il a pris sa retraite en 1922, nous sommes partis nous installer à Los Angeles. Délaissant un moment ce métier qui ne me réussit pas, je travaille comme illustrateur dans divers journaux. Mais dans la Cité des Anges, rien n'est facile. Et à défaut de gagner ma vie en dessinant, j'essaye la photographie. Sans doute pour suivre les traces de ma mère, photographe amateur. Nouvelle déception avant de trouver un job comme vendeur dans un magasin. Rien de passionnant dans ma vie, jusqu'à ce que je retrouve 2 copains du Montana qui jouent les cascadeurs dans des petits films pour $10 par jour. C'est la révélation. Entre 1925 et 1926, je travaille sans arrêt, un peu n'importe comment, jusqu'au jour où je croise la route d'un agent, Nan Collins, qui décide de me prendre en main. Elle m'explique que si je veux réussir, je dois être unique. Comme elle vient de Gary, dans l'Indiana, elle me suggère de prendre ce prénom. Je deviens Gary Cooper. Toute ma vie, le hasard a joué son rôle, et je n'ai jamais cherché à comprendre pourquoi. Mes débuts sont moyens, jusqu'à ce que je tape dans l'œil de Clara Bow, la première actrice à jouer de son sex-appeal à l'écran. Elle me présente à tout le monde et mon calme et ma retenue plaisent dans ce milieu plutôt habitué à l'extravagance. Mon style nouveau séduit les femmes et intrigue les hommes. En 1931, j'ai déjà joué dans 28 films. Au cours d'un voyage de promotion à Paris, je rencontre Dorothy Di Frasso. Elle va bouleverser ma vie. Cette élégante femme du monde m'apprend comment me tenir, de quelle manière m'habiller. En un mot, elle met en avant ce raffinement discret qui sera ma marque de fabrique. Mais devant la menace que représente Cary Grant, un nouveau venu, je décide qu'il est temps de revenir à Hollywood. En 1933, je rencontre ma future femme, Veronica, alias Rocky, fille d'un millionnaire. Quelques années plus tard, notre enfant naît. En apparence, tout va bien et ma route semble toute tracée. En 1936, un film va me consacrer aux yeux du public et de la critique, l'extravagant Monsieur Deeds. J'y incarne Longfellow Deeds, qui vit une existence paisible dans une petite ville. Jusqu'au jour où, héritant d'une immense fortune, je pars pour la grande ville, où je deviens immédiatement la cible des prédateurs et des journalistes. C'est mon film favori, proche de l'univers de Frank Capra, symbole de l'honnêteté et de la probité qui devrait guider tout homme. À cette époque, Patricia Neal est encore au lycée et c'est seulement après ses interprétations sur les scènes new-yorkaises et ses couvertures de presse qu'Hollywood commence à s'intéresser à elle. Elle devient membre de l'Actors Studio où elle rencontre un grand nombre de comédiens et en particulier George Sadanoff qui deviendra son coach. Elle suivra ses conseils et jouera plutôt avec son instinct, tout comme Gary Cooper. Il était si naturel et si décontracté pendant les tournages qu'il pouvait dormir n'importe où et n'importe quand. C'est sans doute cette confiance qu'ils avaient en eux qui leur a permis de vivre leur histoire d'amour adultère aussi longtemps. C'est King Vidor qui m'a fait passer un screen test pour jouer dans son film aux côtés de Gary Cooper. Coup de foudre réciproque. Je suis immédiatement tombée amoureuse de Gary. Débutante dans cet univers que je ne connais pas, il prend son temps, lui la star, pour m'expliquer les ficelles du métier. Ce qu'il a appris de la comtesse Dorothy Di Frasso, Gary va me le transmettre à son tour. Pendant les premiers tournages en extérieur, la troupe est logée dans un petit hôtel. Tout est fait pour que nous nous rapprochions insensiblement l'un de l'autre, mais paradoxalement, rien ne se passe. Un jour, Rocky Cooper, sa femme, est passée sur le plateau. Je l'ai trouvée très belle et séduisante, mais je possède une arme redoutable. J'ai 25 ans de moins qu'elle.
nous nous détestons instinctivement. Le sujet du film, un amour entre un homme et une femme, nous permet de vivre notre passion au figuré. À la sortie, j'organise une soirée. C'est là que Gary me dévoile ses sentiments. Notre histoire commence, mais il est marié et heureux dans sa vie familiale. Il n'envisagera jamais de rompre. Sa femme a toujours fermé les yeux sur ses incartades, mais là, elle sent que les choses prennent une mauvaise tournure. Car il ne faut pas s'y tromper. Notre rencontre est une véritable histoire d'amour. Nous n'avons pas eu de chance. Les dés étaient pipés. Tout bascule le jour où je tombe enceinte. Gary paye l'avortement et en homme intègre raconte tout à sa femme. À cette époque, on ne divorce pas. Quant à avorter, n'en parlons pas. Dans une société aussi puritaine que les États-Unis, nous décidons de mettre un terme à notre relation. À la suite de cette rupture, je me sens perdu. La vie n'a plus le même goût et cette séparation m'affecte très profondément. De son côté, Patricia se met à boire et à 2 doigts de mourir d'une attaque cérébrale, ne doit son salut qu'à la présence de sa sœur et de son beau-frère. J'essaye de relativiser la situation et me plonge dans le travail. Je joue avec les plus grands réalisateurs et la sérénité que l'on peut lire sur mon visage est un masque de circonstance. Les films s'enchaînent, je joue dans Le train sifflera 3 fois, un western atypique où j'obtiens mon second Oscar. Tous les participants de ce film auraient dû gagner une récompense en raison de leur conviction et de leur engagement. Tourné en plein macartisme, il reflète la paranoïa de l'époque et les persécutions. Arrive La loi du Seigneur. Cette histoire retrace la vie d'une famille de Quakers dans l'Indiana en 1862. Leur religion les opposant à toute violence et à la guerre, ils vont devoir trouver leur place dans la société. Starring Gary Cooper, Dorothy McGuire, and Anthony Perkins in the role that made him a star. I don't want to die. I don't know if I could kill anyone if I tried. But I have to try so long as other people have to. This is Friendly Persuasion, a wonderful motion picture sprinkled with laughter and fun, sparkling with romance, and bursting with happy talk. What is he supposed to doing? Silent prayer. Malgré le succès professionnel, malgré ma vie de famille remplie, les nuages noirs continuent de planer au-dessus de moi. Je n'arrive pas à oublier Patricia. Il est difficile de vivre en reniant ce que l'on est réellement. Je ne lui en veux pas. Moi aussi, j'aurais bien été incapable de me trahir. Il faut bien vivre. Je continue de jouer au théâtre et au cinéma. Ironiquement, le jour où la Terre s'arrêta fut l'un de mes grands succès.
Cette histoire d'extraterrestres envahissant la Terre est le reflet de la peur des Américains face aux communistes. On a les démons que l'on mérite. I came here to give you these facts. But if you threaten to extend your violence, this earth of yours will be reduced to a burnt... But he's a robot. Without you, what could he do? There's no limit to what he could do. He could destroy the Earth. All vehicles, close in. Let's go. Un jour, alors que j'avais décidé de tout oublier, je reçus un appel de la fille de Gary qui cherchait à me rencontrer. J'ai pensé qu'il souhaitait réconcilier les deux femmes de sa vie. Elle m'annonça simplement la mort de son père. La vie est comme une médaille montrant un côté pile négatif et une face positive. La mort de Gary me permet d'essayer de construire une famille. Je peux enfin espérer avoir une vie à moi. J'épouse l'écrivain Roald Dahl, dont l'univers féerique, c'est lui qui a écrit James et la pêche géante, me permet d'échapper un peu à la cruauté du monde qui m'entoure. Non, ma vie n'aura pas été facile, mais si c'était à refaire, je n'hésiterais pas à recommencer. Aimer et être aimé est la seule chose qui vaille la peine d'être vécue. Ainsi, après son attaque cérébrale, Patricia reçoit ces quelques mots de la fille de Gary Cooper. « Je vous pardonne ». La fille, la maîtresse et la femme se retrouvent. L'homme de leur vie n'est plus et le temps est au pardon. Patricia Neal finira sa vie dans un monastère. Comme Spencer Tracy et Katharine Hepburn, l'histoire d'amour entre Gary Cooper et Patricia Neal fut à la fois pleine d'amertume et d'espérance. Le destin choisit seul ceux qui vivront un bonheur partagé.